Pour moi, la limite, elle est dans les années 50. C'est-à-dire que les années 50 ont apporté le confort ménager. Beaucoup de technologies qui sont nées dans les années 50 suffiraient aujourd'hui. Et on pourrait très bien dire, on va revenir au niveau 1950 en conservant les évolutions, bien sûr, sociétales, et les évolutions dans la santé, et les évolutions dans la liberté d'informer. Le monde d'aujourd'hui fait face à une crise sans précédent. Plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Mais partons du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et après, l'émission où l'on se demande, où l'on imagine à quoi ressemblera vraiment le monde de demain. Un monde plus juste, plus décarboné et plus durable. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, nous nous trouvons à la Maison de la Planète de Boulogne-Billancourt et en particulier au Low Tech Lab de cette Maison de la Planète que vous pouvez voir autour de moi, puisque nous allons parler des low tech. Les low tech, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si vous ne connaissez pas, ce sera pour vous l'occasion de les découvrir. Et si vous connaissez déjà, d'aller plus loin dans la découverte de ce monde assez particulier. Et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Jacques Tibéry, qui est le rédacteur en chef du Low Tech Journal et qui va nous parler de low tech. Jacques Tibéry, bonjour. Bonjour Augustin. Je vais te poser la question centrale. C'est quoi une low tech? C'est quoi la low tech? Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est très simplement? Alors, pour moi, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Et la low-tech, à mon sens, c'est la volonté de concilier confort et sobriété énergétique et en matières premières. Donc, ce n'est pas une vie de privation, ce n'est pas une vie de frustration, c'est une vie confortable, mais un confort qui est frugal, notamment en énergie. Cette conciliation-là, c'est tout l'art de la low-tech, c'est d'arriver à non pas aller vers un idéal inatteignable qui serait la no-tech, c'est-à-dire on se dépouille de tout et on finit avec plus rien, mais c'est d'aller vers, l'anglicisme est toujours là, mais de la lower tech. Et donc d'aller toujours vers un petit peu moins de technologie jusqu'à atteindre ce qu'on pourrait appeler un optimum, quoi. Atteindre un équilibre. Et donc là, on est sur le suffisant. Ça y est, j'ai atteint un niveau qui me suffit. Et pas besoin de plus. On est dans l'espace dédié au low-tech, qui a été mis en place par des personnes, notamment du Low Tech Lab Grand Paris Boulogne-Billancourt. Et donc, on a 5 low-tech que je peux vous présenter assez rapidement et qu'on peut vraiment avoir chez soi demain. La première, c'est la marmite norvégienne. Donc on la trouve ici, à la place du four. La marmite norvégienne, donc on voit, c'est une boîte qui est isolée. Ici, c'est du liège. On peut mettre du carton. Il y a beaucoup de tutos qu'on trouve sur Internet. À l'intérieur, on a un tian, une Staub, de quoi en fait faire cuire. Et notamment, ce sont des contenants qui sont en fonte. Et on va tout simplement chauffer, lancer la cuisson sur le feu, et puis ensuite, immédiatement, la faire passer dans la boîte pour terminer la cuisson en quelques heures supplémentaires. Et on peut mettre ça, par exemple, dans un pouf, dans un appartement. C'est complètement invisible. Quand on n'a pas de four ou quand on a une toute petite cuisine, ça peut tenir dans un pouf. Et ça peut même tenir, il y a la fameuse e-cocotte, et ça tient en fait dans un coussin. Alors en quoi c'est low-tech? C'est que tout simplement, on va être sur de la sobriété énergétique. Et donc, on va économiser au moins 30% d'énergie pour la cuisson. Low-tech, ça veut dire technologie douce. Au départ, vraiment, c'est vraiment ce concept-là, technologie douce. Après, technologie sobre ou sobriété technologique, ça marche très bien aussi. Il y a un concept que Philippe Biwix a
mis en avant, ça s'appelle discernement technologique. Quand on parle de ce que propose le gouvernement actuellement pour aller vers la transition, il n'y a pas de discernement technologique. On rentre dans une espèce de délire technologique, technosolutionnisme, technodélire. Et puis ensuite, on peut avoir innovation frugale. Tout dépend de l'état d'esprit. La deuxième low-tech, c'est une technologie, c'est une technique ancienne de conservation des aliments, donc c'est la lactofermentation. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des conserves qui sont, on a enlevé l'air en faisant chauffer la boîte de conserve. Ça, c'est une technique qui date des années, disons, 1880, qui est très sécurisée, puisqu'il n'y a plus d'air à l'intérieur, donc il n'y a quasiment aucun risque de bactéries. Mais là, on a de l'air, mais c'est avec, en gros, une saumure, donc de l'eau, du sel, et ils vont se conserver là-dedans naturellement. Et puis ça peut se garder plusieurs années comme ça, et ça ne demande aucune chauffe. Donc on n'a pas à chauffer le légume. Le grand truc de la low-tech, c'est la mutualisation des systèmes consommateurs en énergie. Quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie, il faut le mutualiser. Et à partir de ce moment-là, d'abord, on passe en mode lower tech, moins de technologie, sans perdre en confort, parce que sa voiture, on ne l'utilise pas tous les jours. L'ordinateur, on peut l'utiliser tous les jours, mais on n'utilise pas tous les jours le maximum de son ordinateur. On pense au boulanger qui ferme boutique parce que l'électricité est trop chère. Or, il existe des formes de boulangerie solaire. C'est un besoin essentiel, donc on continuera à avoir du pain. Mais peut-être que ce pain, il sera cuit dans un four solaire ou dans des fours mutuels, dans des fours collectifs, à bois, etc. Et donc, on reviendra à ce qui se pratiquait dans les années 20, 30, 40, 50 dans certaines campagnes, où on allait chercher le pain chez le boulanger qui avait son four derrière, et on lui filait le rôti du jour qu'il mettait dans le four encore chaud, et on n'a plus de four chez soi. Ça, c'est ce qui vous évite d'acheter de l'eau en bouteille. Donc là, vous avez un système de filtre d'eau, 2 parties. Une première partie, vous allez mettre votre eau qui sort du robinet. Vous allez avoir un filtre à l'intérieur. Ça peut être un filtre à charbon de bois, ça peut être un filtre céramique. Et ensuite, vous avez l'eau qui va s'écouler là. Et ici, vous allez récupérer votre eau. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas mettre de l'eau souillée à l'intérieur. C'est de l'eau quand même qui va être un minimum propre, mais ça vous permet, par exemple, si vous vivez à la campagne ou près de champs ou dans une zone où vous savez que vous avez des éléments dans l'eau qui rendent sa consommation relativement impure ou impropre, eh bien, vous allez pouvoir là avoir une eau vraiment extrêmement purifiée, notamment avec des filtres à charbon qui purifient très fortement l'eau. La consigne, c'est un exemple génial. Ça existait, c'était généralisé, il y en avait partout. Et puis, pouf, le système, par un certain nombre de ses aspects, a décidé que la consigne, c'était fini. Et pourtant, c'est possible. Moi, j'ai habité 6 mois en Allemagne. En Allemagne, dans les supermarchés, t'as des trucs qui collectent en fait toutes les bouteilles en verre. Et tu viens, tu remets tes bouteilles et tu es payé même, parce que tu récupères le prix en fait de la bouteille. Et donc ça marche parce que c'est installé à l'échelle du pays en fait. Dans tous les festivals un peu écolo low-tech, quand on rentre dans le festival, on file 2 €, on prend un verre, et quand on le rend à la fin, on nous rend nos 2 €. Et donc, en effet, c'est toute la difficulté aujourd'hui des gens qui travaillent dans l'univers, ce qu'on appelle les low-techers, et beaucoup d'écolos aussi, c'est d'arriver à convaincre des personnes qui ont des pouvoirs de décision, de modifier à la marge au départ, et puis ensuite de se rapprocher du cœur, de modifier le système petit à petit, étape après étape, un après l'autre, et de revenir. Et alors là, je termine sur ton idée de retour en arrière. Pour moi, la limite, elle est dans les années 50. C'est-à-dire que les années 50 ont apporté le confort ménager. Même après, au niveau de la santé et tout, on a pu... Exactement. Ouais. Alors ça, sur la santé... Oui, on a encore évolué et on peut garder des choses. Voilà, on peut sanctuariser l'idée, la santé, etc. Mais pour moi, beaucoup de technologies qui sont nées dans les années 50 suffirait aujourd'hui. Et on pourrait très bien dire, on va revenir au niveau 1950 en conservant les évolutions, bien sûr, sociétales et les évolutions dans la santé et les évolutions dans la liberté d'informer. Parce que Internet, pour la liberté d'informer, c'est un outil génial tant qu'il est sous, je dirais, contrôle démocratique, si on peut dire, façon Wikipédia. Alors là, c'est un week in bed.
Ça, c'est vraiment génial. C'est le potager d'appartement pour des gens qui sont un peu des punks du potager, donc qui n'ont pas envie de s'en occuper. L'innovation qu'on peut voir là-dedans, c'est que au lieu d'arroser les plantes sur le dessus, on va mettre de l'eau en dessous. L'eau va monter jusqu'à un certain niveau. Et la plante, donc les racines de la plante, vont directement puiser l'eau dont elles ont besoin. Donc ça, on met de l'eau une fois, et ça dure 1 semaine, 2 semaines. On peut partir en week-end, on peut partir en vacances. Les plantes ne vont pas vraiment souffrir. Et ça, c'est génial pour les enfants. Dans les classes, par exemple, ça se fait avec une boîte en plastique, un petit bout de tuyau PVC, et on a comme ça un mini potager dans la classe. Et même quand il y a les vacances scolaires, eh bien, on lui remet un coup d'eau, et ça tient pendant les 2 semaines de vacances. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont intéressées par ce principe de low-tech et qui aimeraient bien peut-être découvrir, qui aimeraient bien agir, voilà, s'y mettre, c'est quoi le plus simple? Est-ce qu'il y a des assos, il y a des clubs, ou c'est un truc de niche? Enfin, en France, ça se passe comment? Eh bien, c'est à la fois un truc de niche et quelque chose qui se développe beaucoup, mais sous d'autres noms. S'ils veulent se lancer dans la low-tech, ils vont sur le site du Low-Tech Lab, qui est une association, et ils vont découvrir tous les low-tech labs locaux qui sont mis en place. Il n'y en a pas non plus une tonne. Dans le dernier numéro du Low-Tech Journal, on fait la communauté de la low, et on essaye de présenter, il y en a 21 aujourd'hui. Donc on met leur nom, leur adresse, ça on trouve ça sur Internet aussi. Donc on va sur le site du Low-Tech Lab, il y a une vingtaine de Low-Tech Labs locaux, comme le Low-Tech Lab Grand Paris Boulogne-Billancourt, et ils peuvent rentrer dans l'association. Mais sinon, il y a des Repair Café, des Fab Labs, tout un tas d'espaces. Tout ce qui est ressourcerie, j'imagine ça rentre dedans. Recyclerie, voilà. Et là, on peut y implémenter des low-tech où on peut développer l'aspect low-tech de ces espaces-là. Donc, par exemple, à Vincennes, il y a un Repair Café, mais ce sont des férus de technologie. Donc, ils adorent les ordinateurs, ils adorent. Mais en même temps, ils font, par exemple, des ateliers réparer vos textiles, réparer vos vêtements. Ils font des ateliers bois, ils font des ateliers. Et donc, on peut très bien rejoindre ces Repair Café, pas nécessairement pour réparer des ordinateurs ou des bouilloires toute la journée. Et donc, dernière low-tech qu'on peut avoir chez soi, donc là, c'est un frigo du désert. Donc, le frigo du désert, ou ZER, c'est une technique qui existe depuis l'Antiquité, notamment en Syrie ou dans les pays du Maghreb. Donc c'est 2 pots, un grand pot et un plus petit pot. Entre les deux, on a mis du sable. Et ce sable, on va l'humidifier, on va mettre de l'eau. L'eau qui est dans ce sable va s'évaporer. Et en s'évaporant, eh bien, ça va refroidir l'intérieur du petit pot. Et donc, on y met ses fruits, ses légumes. Donc, on peut le remplir vraiment là de ce qu'on a acheté au marché. Et on le recouvre. Et ça peut tenir comme ça, disons, une bonne semaine. Et notamment, par exemple, dans des pays comme le Pérou, où on a des problèmes d'électricité, eh bien, ce sont des technologies, des techniques qui sont vraiment utilisées au quotidien par plein de foyers en Bolivie, au Pérou et dans les déserts. Toi, du coup, c'est la question à laquelle on arrive à la fin. Tu l'imagines comment, ce monde de demain? Eh bien, moi je pense qu'il va y avoir en effet deux univers qui vont se côtoyer. Et ça va plutôt ressembler au Brésil, où donc on va avoir des espaces qui seront en voie de favelisation et des espaces d'ultra riches qui vont être extrêmement protégés et totalement en déconnexion avec le système. Pour moi, on s'oriente vers ça. Et aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir si justement des personnes vont arriver à entraîner suffisamment d'autres pour que la favelisation de la majeure partie de la société soit le plus ralentie possible et qu'on entre plutôt dans une société de résilience plutôt que dans des formes d'effondrement ou de résistance avec une idée de violence.
Et ça, eh bien, il faut le plus vite possible offrir des portes de sortie aux gens pour ne pas avoir des scénarios type le film, la série Effondrement, où on commence à se mettre sur la gueule. D'ailleurs, on le remarque aujourd'hui, il y a à peine une petite contraction économique suite au Covid, qu'il y a des guerres qui popent partout. Aujourd'hui, les équilibres internationaux sont extrêmement fragiles. Les équilibres nationaux de société sont extrêmement fragiles. On est assis sur des poudrières et il faut très clairement accélérer la résilience des territoires et des populations, sinon on va aller droit vers des clashs. Et pour finir sur une note un petit peu plus positive, est-ce que pour toi, le monde de demain, c'est un monde 100% low-tech ? Moi, des fois, je dis, voilà, le monde sera low-tech ou ne sera pas. Alors, c'est pas très positif. Non, mais je crois qu'en effet, les gens vont se mettre à la low-tech sans le savoir. Assez vite, par des questions de fin du mois et fin du monde, le rapprochement des deux va faire que beaucoup de monde vont commencer à se dire quelque chose. Moi, je pense que la transition sera vraiment engagée quand, et je suis désolé pour eux, mais quand les bouchers commenceront à fermer. C'est-à-dire que les gens n'achèteront plus de viande. Ou quand ils ont de la viande, ça sera pour faire la fête, ça sera à certains moments, ça sera dans certains cas, ça sera pour leurs enfants, parce qu'il y a des préconisations aujourd'hui des pédiatres sur les protéines animales pour les enfants. Mais les barbecues avec 5 kilos de saucisses à 10, c'est fini. Et on se met à cuire autre chose, on se met à faire autre chose, et pas nécessairement aller vers des steaks végétaux ou non. On change carrément de mode d'alimentation et d'imaginaire. Donc je revenais à l'idée de consommer en pleine conscience. Qu'est-ce que j'achète ? D'où ça vient ? Comment ça a été fait ? Quel impact ça va avoir ? Est-ce que je vais le garder longtemps ? Est-ce que ça me crée du plaisir ? Déjà, on commence par ce point-là, je consomme différemment, je boycotte certaines choses et je me mets à consommer en pleine conscience d'autres choses. Et déjà, pour moi, 80% du chemin est fait. Et voilà, je vous propose de clôturer cet épisode sur cette vision du monde de demain. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller écouter l'intégralité de l'entretien en podcast sur votre plateforme préférée. Un grand merci à la Maison de la Planète de Boulogne-Billancourt de nous avoir accueillis aujourd'hui ici, au Low-Tech Lab et à Jacques Tibéri du Low-Tech Journal pour son partage. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker et partager nos posts. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, donc venez nous suivre. Et puis, si vous avez des remarques, des suggestions, des commentaires ou des low-tech à partager, envoyez-nous un mail à l'adresse qui s'affiche. Nous n'en sommes qu'au 3e épisode de cette série et à ce stade, tous vos retours sont encore les bienvenus, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'émission. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt.